je vais le présenter. Donc, il est notaire. Et puis, à partir de son expérience de notaire, il a été amené à avoir envie d'écrire des essais, à repenser sur l'expérience de son travail de notaire, sur ces processus à la fois genrés, ces processus qui mettent en question l'évolution sociale, et en particulier à propos de situations de PMA. Et il a commis entre autres un livre qui en fait écho, et il va nous parler à la fois comme ex-notaire et comme essayiste et comme quelqu'un qui a un recul à propos de ces questions. Oui, et ils vont parler aussi justement, je ne connais pas exactement votre texte encore, mais ouais, à propos des nouvelles parentalités. Donc, on va dire que on est là dans un champ, justement, qui ouvre toutes ces nouvelles identités parentales, hein, et qui nous questionne, je crois qu'on voit bien, nous tous, à partir de places différentes aussi, hein, et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir confronter nos expériences. À vous, une vingtaine de minutes également. Tout à fait, merci beaucoup. Merci évidemment pour cette invitation, à la fois qui m'honore beaucoup puis qui me passionne, parce que les débats depuis ce matin sont passionnants. Alors je suis notaire, effectivement, je le suis toujours, et en région parisienne. Et en effet, depuis une dizaine d'années, j'écris des essais sur l'évolution de la famille, avec bien sûr un regard notarial, mais aussi un regard historique et sociologique. C'est donc avec cette double casquette, à la fois de praticien et d'observateur, que je me propose de vous livrer quelques réflexions sur la loi bioéthique et ses conséquences en matière de filiation. Il est courant de faire un parallèle entre la PMA avec donneur et l'adoption. En l'occurrence, à la veille de la loi bioéthique du 2 août 2021, les différences qui existaient entre les conditions d'accès à l'adoption et à la PMA avec donneur étaient très nombreuses, ce qui pouvait donner une impression d'incohérence dans notre législation. L'adoption était ouverte aux personnes seules et aux couples aussi bien hétérosexuels qu'homosexuels, mais à condition qu'ils soient mariés. La PMA avec donneur, de son côté, était refusée à une femme seule et proposée au couple, et là qu'ils soient ou non mariés, mais alors uniquement de sexe différent et qui ne pouvaient pas enfanter pour des raisons pathologiques. Qu'une personne seule puisse adopter s'expliquait par le fait que la loi sur l'adoption, qui datait de 1966, préférait qu'un enfant sans famille bénéficie d'un seul parent plutôt que de ne pas avoir de parents du tout. Et qu'il faille être marié pour qu'un couple puisse adopter découlait également d'une conception du milieu des années 60, où le mariage était un passage obligé pour fonder une famille. Mais, évidemment, cette même loi de 1966 n'avait pas pu imaginer qu'un jour, le mariage serait accessible aux couples de même sexe. Et donc, aucune disposition n'avait été prévue pour exiger que le couple soit hétérosexuel. De sorte que la loi de 2013, dite du mariage pour tous, a, de fait, ouvert l'adoption aux couples de même sexe et, dans le même geste, offert la possibilité à une femme d'adopter l'enfant de son épouse, le plus souvent conçu par une PMA réalisée à l'étranger. Que l'exigence du mariage ne soit pas de mise pour qu'un couple puisse accéder à la PMA reflétait là aussi la date de la disposition, à savoir 1994, et les premières lois de bioéthique. À la fin du XXe siècle, il y avait bien longtemps que les naissances hors mariage ne faisaient plus scandale.
Quant à une revendication d'un accès à la PMA par les couples de femmes, là, le législateur, on peut dire, l'avait vu venir, à un moment où la société avait cessé d'être dans le déni de l'homosexualité. Et la loi avait pris soin de mettre une condition pathologique à l'assistance médicale à la procréation et de souligner, comme si le critère pathologique n'avait pas été suffisant, que le couple devait être formé d'un homme et d'une femme. On en était donc là, et les associations d'homosexuels avaient beau jeu de souligner l'incohérence d'un droit qui permettait à un couple de femmes d'adopter et refusait la PMA à ce même couple, de même que les femmes seules pouvaient s'étonner qu'une adoption puisse se mener seule et pas une PMA. La loi bioéthique du 2 août 2021 les a entendus en abandonnant le critère pathologique pour bénéficier d'une PMA. Celle-ci, nous dit la loi, est dorénavant là pour répondre à un projet parental et se trouve donc ouverte à tous les couples hétérosexuels, aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes seules. Et enfin, pour boucler la boucle, 6 mois plus tard, la réforme de l'adoption, votée le 21 février 2022, a supprimé l'obligation d'être marié pour qu'un couple puisse adopter. Avant de pouvoir engager un parcours de PMA avec donneur, le couple hétérosexuel, le couple de femmes ou la femme seule, doivent signer chez le notaire un acte de consentement à PMA. Cet acte est l'occasion pour le notaire d'évoquer les conséquences de cette PMA avec donneur au regard principalement de la filiation, en insistant sur la levée de l'anonymat du donneur décidée par cette nouvelle loi. Une levée d'anonymat qui permettra, comme cela a été dit, aux personnes nées grâce à un don qui le souhaiteront, une fois majeures, d'accéder à leurs origines en demandant à obtenir soit des données non identifiantes sur le tiers donneur, soit son identité. On peut relever tout de suite que la loi bioéthique de 2021 n'a rien changé en matière de filiation pour les couples hétérosexuels. Les concernant, la filiation de l'enfant reste établie comme avant, c'est-à-dire comme pour n'importe quel couple de sexe différent. À l'égard de la mère, cela a été rappelé par la mention de son nom sur l'acte de naissance de l'enfant. À l'égard du père marié, par la présomption de paternité qui veut que le mari de la femme qui accouche est le père de l'enfant. Et enfin, à l'égard du père non marié, par la reconnaissance prénatale ou postnatale. Il a été imaginé un temps que la loi nouvelle soit l'occasion de consacrer un nouveau mode d'établissement unique pour toutes les personnes ayant bénéficié d'une PMA avec donneur. Cette idée a fort heureusement été abandonnée car elle aurait été inacceptable pour les couples hétérosexuels. Ainsi, l'acte de naissance de l'enfant d'un couple de sexe différent continuera à être le même que l'enfant ait été conçu naturellement ou grâce à l'intervention d'un tiers. Pour les couples de femmes, là, il faut remarquer l'inventivité de la loi qui a imaginé l'acte de reconnaissance conjointe anticipée pour permettre de créer un lien de filiation entre l'enfant et sa seconde mère. Cet acte se signe chez le notaire en même temps que l'acte de consentement. Il faut dire que la solution n'était pas évidente, d'autant que les associations refusaient qu'on demande aux couples de femmes de recourir à l'adoption. D'une part parce que cela les aurait obligés à se marier, même si 6 mois plus tard la condition a disparu, mais aussi parce qu'une adoption peut créer une sorte de hiérarchie entre les deux mères, la mère ayant porté l'enfant et la mère adoptive. Il a d'ailleurs été envisagé un temps un acte notarié qui aurait établi le lien de filiation entre l'enfant et ses deux mères sans aucune distinction, en abandonnant, pour celle ayant accouché, la logique mater semper certa est, donc la logique selon laquelle c'est la mention de son nom sur l'acte de naissance qui permet la filiation. Mais cette proposition a fait l'objet d'une levée de bouclier, car certains y voyaient un premier pas vers la légalisation de la GPA, puisqu'elle reposait sur la logique que ce n'était plus l'accouchement qui entraînait le statut de mère.
Il a donc été retenu l'acte de reconnaissance conjointe anticipée dont une copie sera produite à la mairie après la naissance de l'enfant. Cet acte est audacieux juridiquement à plus d'un titre. D'abord, il s'agit d'une reconnaissance conjointe, alors que jusqu'ici, la reconnaissance était un acte par définition personnel. Cette reconnaissance conjointe, signée à deux, n'aura d'effet que pour l'une des deux mères, celle qui ne portera pas l'enfant. Et en l'occurrence, l'acte ne mentionne pas celle des deux mères qui engagera le parcours de PMA. Et enfin, cette reconnaissance est à ce point anticipée qu'elle a lieu avant même la conception de l'enfant, là où le père non marié qui reconnaît un enfant peut le reconnaître avant sa naissance, mais pas avant sa conception. Pour les femmes seules, la loi n'a pas eu à imaginer un mode d'établissement de filiation particulier. C'est sur la notion de femme seule, la notion même, que je souhaite m'attarder. Pour être plus précis, il faut constater que le texte a retenu le concept non pas de femme seule, mais de femme non mariée. Alors que dans les débats préparatoires, les défenseurs de la disposition donnaient, pour exemple, le cas des femmes vivant seules, n'ayant pas eu la chance de former un couple et qui, approchant de la quarantaine, s'inquiétaient de ne jamais pouvoir concevoir d'enfants. Et il était ajouté qu'il s'agirait de femmes responsables, ayant des revenus suffisants pour ne pas connaître les difficultés de la monoparentalité et entourées d'un milieu familial et amical qui leur assurerait un soutien. On peut dire une disposition qui visait les classes aisées et qui était proposée au vote de personnes également issues des classes aisées. Or, que peut-on constater ? La loi, si elle a prévu un âge limite à ne pas dépasser, n'a pas prévu de condition d'âge minimum pour accéder à une PMA. Ainsi, rien n'autorise les services hospitaliers à refuser une PMA même en l'absence d'entourage susceptible de leur venir en aide pour élever leur enfant. Une jeune femme tout juste âgée de 18 ans, à une patiente en situation financière précaire, ou, plus complexe encore moralement, en situation de lourd handicap. Quand on songe à l'enquête que supportent les candidats à l'adoption, on se dit qu'il y a là deux poids, deux mesures. En ne retenant que le critère de l'absence du mariage, la loi n'impose pas que la femme vive seule. Une femme en concubinage ou pacsée peut donc, si son compagnon ou sa compagne ne partage pas son projet parental, engager seule un parcours de PMA, sans avoir à demander l'autorisation de la personne avec laquelle elle vit. Alors que la récente réforme de l'adoption de février 2022, votée 6 mois plus tard, a prévu la nécessité de l'accord du ou de la partenaire de PACS pour qu'une personne puisse adopter seule. Il n'en est rien pour une PMA. Cette différence de plume du législateur à quelques mois d'intervalle paraît assez inexplicable. La loi bioéthique peut donc déboucher sur des situations de beau-parentalité, mais une beau-parentalité non pas assumée au moment de la formation du couple, mais constituée alors que le couple est déjà formé. Inversement, une femme mariée, prise dans un divorce qui n'en finit pas, et qui vit bel et bien seule, et ne sera bientôt plus en âge de procréer, eh bien cette femme se voit refuser l'accès à la PMA. La raison qui a été mise en avant était que l'on évitait ainsi l'application de la présomption de paternité à l'égard de son mari. Mais l'argument ne tient pas. En premier lieu, on peut relever qu'il ne prend pas en considération que la femme que je viens d'évoquer peut très bien être mariée avec une autre femme. Et là, pas de présomption de maternité. Ensuite, la présomption de paternité n'est pas automatique. Il suffit pour l'écarter que le nom du mari ne figure pas sur l'acte de naissance de l'enfant. Et il va de soi qu'une femme en instance de divorce contentieux
ne ferait pas mentionner le nom de son époux sur l'acte de naissance de l'enfant qu'elle aurait eu grâce à une PMA. L'acte de consentement à PMA avec donneur, signé chez le notaire, est donc un préalable indispensable pour que le parcours de PMA puisse être engagé. Il est l'occasion pour le notaire de rappeler quelques règles édictées dès les premières lois de bioéthique de 1994, comme, par exemple, l'impossibilité de contester la filiation pour des motifs biologiques. Une règle qui a tout son sens quand on sait que dans la période de 20 ans qui a séparé les premières IAD à l'hôpital, savoir 1973, et la première loi bioéthique de 1994, dans cette période, des tribunaux avaient été saisis pour des demandes de désaveu ou de contestation de paternité. Dans cet acte, le notaire rappelle également qu'il n'est pas possible d'agir en responsabilité contre le tiers donneur et qu'aucun lien de filiation ne pourra être établi entre lui et l'enfant né du don. Une mesure qui a à présent encore plus de sens avec la levée de l'anonymat du tiers donneur. Car l'autre nouveauté marquante de cette loi du 2 août 2021 est cette levée de l'anonymat du donneur. Une mesure décidée à la demande d'associations de personnes nées d'un don, désireuses de pouvoir se construire. Et un autre argument était avancé, la crainte de tomber amoureux d'un frère ou d'une sœur biologique. Sur ce second argument, on pourra observer que le risque de se mettre en couple sans le savoir avec une personne issue des mêmes gamètes existe en dehors de toute PMA. On peut sûrement mieux entendre le premier, à savoir le souhait de pouvoir accéder à ses origines que ressent également la personne adoptée, qui, quant à elle, ne peut le réaliser puisque les accouchements dans le secret sont autorisés. Bien entendu, rechercher ses origines n'a rien à voir avec rechercher son père ou sa mère. Mais on peut quand même craindre que cette mesure, qui est guidée par un souci contemporain de transparence, ne pousse les futurs parents, au moins les couples hétérosexuels ou les femmes seules, à garder, comme au début des premières IAD, dans les années 70, le secret sur les circonstances de la conception de l'enfant. On sait que les psychologues convaincus qu'il n'y a rien de pire que les secrets de famille étaient parvenus à ce que de plus en plus de parents jouent la transparence, comme en témoigne d'ailleurs la constitution d'associations de personnes nées grâce à des dons. Mais dire la vérité avant la levée de l'anonymat avait moins de conséquences qu'à présent. Même si la loi ne l'exprime pas, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'accéder à l'identité du donneur équivaudra à pouvoir entrer en contact avec lui. En l'occurrence, la loi a failli contenir un article incitant expressément les futurs parents à révéler à leur enfant les conditions de sa conception, les incitant seulement. Mais cette idée a été abandonnée et au contraire, la loi a conservé son esprit d'origine guidé par la quête de vraisemblance afin d'offrir la possibilité aux couples de sexes différents comme aux femmes seules de faire le choix du secret. D'ailleurs, si le texte précédent posait le principe selon lequel l'acte de consentement à PMA devait être reçu par le notaire dans des conditions garantissant le secret, le texte d'aujourd'hui pose le principe qu'il doit être reçu hors la présence de tiers. La levée de l'anonymat pourra également avoir des répercussions sur la famille du donneur. Ce dernier pouvait, jusqu'à présent, taire à son entourage, y compris à la personne avec qui il vivait, et à ses enfants, son passé de donneur. À présent, ne se sentira-t-il pas obligé de jouer lui aussi la transparence pour éviter l'effet de surprise dans une vingtaine d'années de l'intrusion dans son équilibre familial d'une personne se présentant comme issue de son don? Mais s'il fait le choix de la transparence, est-ce que ce ne seront pas alors ses propres enfants qui connaîtront l'angoisse des personnes nées d'un don de risquer de tomber amoureux d'un frère ou d'une sœur biologique? Et sans compter que si la personne née du don aura le choix, une fois majeure, de retrouver ou non son donneur, la possibilité pour les enfants du donneur d'avoir des informations sur les personnes issues du don ne leur est évidemment pas offerte.
Des développements sont donc introduits dans l'acte de consentement à PMA sur la levée de l'anonymat du donneur, mais ils sont immédiatement suivis d'explications sur le fait qu'il n'est pas certain, malgré le nouveau texte, que l'enfant qui sera issu de la PMA puisse en profiter. Tout d'abord, en raison du fait que les IAD continuent, pour le moment, à être pratiqués avec des dons anonymes réalisés avant le 1er septembre 2022, date depuis laquelle seulement les donneurs doivent accepter que puissent être révélés à la personne issue du don, une fois majeure, leurs données non identifiantes ou leur identité. Ensuite, parce qu'en raison de la pénurie de dons, les services hospitaliers français avaient, dès avant la réforme, l'habitude d'envoyer certaines de leurs patientes réaliser l'IAD à l'étranger, et notamment dans des pays comme la Belgique ou l'Espagne, où la règle de l'anonymat du donneur reste de mise. Et il n'y a pas de raison que cette pratique cesse. Le notaire souffle ainsi, si le sujet est sensible pour les clients qu'il a en face de lui, le chaud et le froid, que ce soit pour les futurs parents que la levée de l'anonymat dérange, ou pour ceux, et là il s'agira souvent des couples de femmes, qui, au contraire, souhaitent absolument que leur enfant puisse en bénéficier. C'est fini presque. Ah non, le timing est respecté. Toutes ces problématiques, comme toutes celles qu'on a depuis ce matin, sont passionnantes. En filigrane, elles posent la question qui a été posée en introduction: qu'est-ce qu'être parent? Et qu'est-ce qui est primordial dans l'établissement d'une filiation? Le biologique ou l'intention? La plupart d'entre nous bénéficions d'une filiation à la fois biologique et d'intention. Mais l'intention peut suffire pour devenir parent. Inversement, le biologique ne permettra pas à lui seul de créer une filiation volontairement. L'enfant né d'un inceste absolu ne pourra bénéficier d'une filiation qu'avec un seul de ses parents biologiques. Aucun lien de filiation n'est possible, on l'a vu, entre l'enfant conçu grâce à un don de gamètes et son donneur. Sauf par le biais de l'adoption, l'établissement d'un lien de filiation avec le parent transgenre reste, ça a été brillamment expliqué, problématique, alors qu'il y a bel et bien là réalité biologique et intention. Inversement, le père non marié, qui après avoir consenti à une PMA avec donneur, ne reconnaît pas l'enfant, peut se voir imposer un lien de filiation en l'absence de réalité biologique et d'intention, ou tout au moins avec une intention qui s'est depuis évanouie. Et tout père biologique qui s'ignore ou pas peut se voir imposer, malgré une absence totale d'intention, une filiation par le biais d'une action en recherche de paternité. Sur le sujet de la construction des familles, tout évolue très vite. Que de bouleversements a-t-on connu en 10 ans depuis le mariage pour tous? Aussi, j'espère pouvoir assister au printemps 2033 à la 18e Journée internationale de votre chair pour connaître la suite de cette série palpitante.